ici c'est Laurent Grégoire. L'autre co-gérant et cofondateur de la société Mécatran est une société qui opère dans le domaine de l'information de voyageurs, principalement en France. Et nous sommes membres du réseau Integra, et à ce titre, on fait une présentation aujourd'hui sur les outils d'information voyageurs et comment ces outils, qui existent déjà, permettent de valoriser le territoire et de contribuer à l'attractivité touristique d'un territoire. Donc, on a un certain nombre de diapositives qu'on va passer assez rapidement au début parce que le temps est assez limité. Donc, globalement, c'est de dire que quand vous avez des touristes qui arrivent, qui se déplacent dans une région, souvent, pour des questions de facilité, on vient en voiture particulière, mais que ça engendre un certain nombre de problèmes, comme vous le voyez sur les images, et qu'il existe des offres alternatives qu'il faut mettre en valeur. Donc là, c'est pareil, je pense qu'étant donné le public, on peut parler assez rapidement. Il s'agit de l'écomobilité, c'est-à-dire la promotion des modes alternatifs de transport, c'est-à-dire les transports doux comme le vélo ou la marche à pied, ou le transport public. Donc il y a aussi, on est dans une économie de partage, et dans l'économie de partage, il y a aussi du transport partagé qui est mis en valeur par des systèmes comme le covoiturage et la voiture partagée ou le vélo libre-service. Tout ça, ça contribue, ça permet d'offrir, il y a une offre de transport alternative aux véhicules particuliers qui doit être mis en valeur. D'un autre côté, on a une filière touristique qui a pour objectif de promouvoir l'offre touristique sur un territoire, puis d'inciter les visiteurs à aller voir tel ou tel élément ou monument dans une zone touristique. Et puis, vous avez les touristes eux-mêmes qui, eux, cherchent des informations, comme l'a dit M. Leroy tout à l'heure. Ils arrivent sur un territoire, ils veulent savoir comment se déplacer, où est-ce qu'ils vont dormir, où est-ce qu'ils vont manger, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont aller voir. Il y a toujours un élément manquant, c'est comment s'y rendre. Donc, on voit qu'il y a un besoin d'informer global, à la fois dans le domaine du transport. Dans le domaine du transport, fournir l'information de comment s'y rendre, c'est vital, parce que en fait, ça contribue à augmenter la qualité de service du transport. On a besoin l'usager a besoin d'une information qui soit fiable et précise, de pouvoir se déplacer d'un point à un autre. D'un autre côté, on a aussi le touriste qui lui recherche des informations, un certain nombre d'informations, et voilà, on a un besoin commun d'informer qui peut être rendu par un certain nombre d'outils dont on va décrire rapidement, faire rapidement une liste là, et surtout on va passer à faire quelques démos. Alors, premièrement, les systèmes d'information multimodaux. Alors ça, c'est un système typiquement français. Les systèmes d'information multimodaux, c'est des systèmes qui sont en général financés, enfin qui sont tout le temps d'ailleurs financés avec de l'argent public, qui sont mis en place sur des territoires donnés, et les territoires sont tout le temps des régions. Il existe aussi des systèmes d'information multimodaux à l'échelle d'une ville, mais il existe aussi des systèmes d'information à l'échelle de régions. Et en France, on a 17 régions qui ont des SIM, on appelle ça des SIM, donc systèmes d'information multimodaux, et sur 22, donc c'est assez bien couvert. Le problème de ces SIM, il y a des avantages et des inconvénients, comme pour tout système. L'avantage, on va commencer par les avantages, l'avantage c'est que ça agglomère toute l'information de transport d'une région donnée dans un système, qui donc permet de favoriser, de faciliter les déplacements au sein d'un bassin de déplacement, au sein d'une région. Il y a quelques aussi désavantages. Le désavantage, c'est que donc ça s'adresse bien à des gens qui veulent se déplacer au sein d'un territoire, mais dès que vous vous déplacez à l'extérieur de ce territoire, à l'extérieur de cette région, ce n'est plus possible. Donc c'est assez segmenté. Il se trouve que aussi la plupart du temps, la langue, bon, c'est souvent montré en français et en anglais, mais bon, il y a aussi des touristes de plein d'autres nationalités qui ne parlent pas forcément anglais ou français. Et il
ils sont limités parce que les deux langues disponibles sont uniquement le français et l'anglais. Comment ça marche ces systèmes-là? Globalement, c'est toute l'offre. L'offre est synthétisée au sein d'une base de données. Au-dessus de cette base de données de transport, vous avez un calcul d'itinéraire. En fait, c'est la principale fonctionnalité souvent de ces systèmes d'information multimodaux, c'est le calcul d'itinéraire. Et ils sont alimentés avec de l'information qui peut être à la fois des données théoriques ou temps réel, ou conjoncturelles comme les alertes, etc. Donc en termes de désavantages de ce genre de système, c'est aussi un petit peu un problème de visibilité, parce que quand ces SIM-là sont accessibles par exemple via une URL sur Internet, mais le problème c'est que quand vous êtes extérieur à cette région, vous ne connaissez pas forcément cette URL, vous ne savez pas qu'il faut aller par exemple sur Destinéo en Pays de Loire, il faut le savoir, hein. C'est pas toujours le cas. Donc il y a un petit peu un problème on va dire de visibilité. Ça met du temps, il faut faire de la com, etc. Ça coûte un petit peu cher. Il y a aussi un petit peu un problème d'évolutivité parce que ces systèmes-là, ils sont au bout du jour quand ils sont établis, mais au bout d'un certain nombre d'années, ils sont plus tout à fait, ils ne suivent pas tout à fait l'évolution des technologies. Donc, par exemple, des fois, il y a l'information manquante sur le mobile. Voilà, et puis il peut y avoir aussi quelques problèmes de référencement. Ceci dit, il y a quand même des avantages que ça existe, et ça profite en fait au déplacement dans un bassin local. Ensuite, là on a mis un petit peu d'autres. Donc ça, à droite, c'est l'illustration de Destinéo, si vous voulez aller voir plus tard. Ensuite, en dessous, c'est pour dire qu'en fait chacun des pays en Europe a son propre système. En France, on n'a pas de système homogène, comme je vous l'ai dit, on a des SIM. C'est-à-dire chaque région a son propre système, mais ils ne communiquent pas entre eux. En Angleterre, par exemple, en bas à gauche, ça s'appelle Transport Direct, et c'est une plateforme qui est géniale, qui agglomère toute l'offre de transport, et puis même plus, les vélos, etc., plus que les transports publics, qui agglomère tout, donc on peut faire un calcul d'itinéraire sur l'ensemble du territoire, on peut avoir une information de déplacement sur l'ensemble du territoire, tout est intégré ensemble. Et ça n'empêche que, même en Angleterre, ils acceptent. Il y a l'idée en fait que diffuser l'information de transport sur plusieurs plateformes, sur plusieurs systèmes existants, c'est positif. Il n'y a pas d'exclusivité à avoir, de faire, nous on fait transport direct et point barre, non, ils sont d'accord pour diffuser l'information. On a mis un autre exemple qui est les Netherlands, les Pays-Bas en bas à droite, là, où ils ont un système qui marche très très bien aussi, qui est national, qui s'appelle OV92. Et où, pareil, toute l'information transport public et vélo est agglomérée. Et, pareil, aux Pays-Bas, donc, ils ont d'autres systèmes alternatifs qu'on va maintenant présenter, qui sont aussi utilisés. Donc, il n'y a pas d'exclusivité à avoir entre les solutions. Ensuite, les plateformes cartographiques. Il faut savoir qu'il y a des acteurs privés, comme des grands en fait, d'Internet, comme Google, Mappy ou Nokia, qui proposent, eux, de la carto. Ils sont en général connus pour leur carto propre, Google Maps, Mappy pour sa carto Mappy, Nokia Ear, qui est plus récent un petit peu, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. En tout cas, ils fournissent des services tels que de géolocalisation. On peut rechercher des informations géolocalisées sur la carte Google Maps. On peut faire du calcul d'itinéraire à pied ou en voiture. Et l'intérêt, c'est que maintenant, depuis pas mal de temps déjà, il est possible par exemple sur Google de faire du calcul d'itinéraire en transport public, à condition que les données de transport public soient envoyées, figurent sur Mappy, sur Google, pardon. Donc l'intérêt principal de ces cartographies-là, c'est la visibilité. C'est-à-dire que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a une URL commune à tout le monde, au monde entier, pour accéder à ce service. Et en l'occurrence pour Google Maps, c'est maps.google.com. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de savoir qu'il faut aller sur telle ou telle URL pour rechercher l'information. Vous savez directement où trouver l'information. Il y a un autre avantage, c'est la standardisation. Vous avez partout dans le monde les mêmes types d'informations. Vous allez les trouver dans votre propre langue, écrites dans votre propre langue. Il y a un avantage énorme dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que les points d'intérêt de tourisme
figurent dans la base de données de Google et donc peuvent être accessibles à l'usager qui cherche à se déplacer sur un territoire, pas sur un territoire, qui cherche à se déplacer. Toutes les informations touristiques vont être accessibles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir marquer un lieu, avec le nom d'un camping ou même rechercher un restaurant, ou toutes les fonctionnalités de Google Maps sont accessibles à l'usager. Donc, pour la filière tourisme, tous les lieux qui peuvent être potentiellement recherchés par un tourisme, ils figurent aussi. S'ils ne le figurent pas, ils peuvent facilement y figurer. Et donc, en plus de ça, vous avez donc le service de calcul d'itinéraire qu'on va vous montrer juste après. Ensuite, il y a l'intérêt de l'évolutivité géographique, c'est-à-dire que quand les données de transport d'une région figurent sur Google Transit, on peut faire un calcul d'itinéraire avec un réseau connexe si les données du réseau connexe y figurent. En fait, ça peut être progressif. Vous avez les données d'une ville, par exemple, qui figurent. Dans ce cas-là, on peut faire un calcul d'itinéraire sur la ville. Mais si par exemple, le conseil général à côté a mis aussi ces données sur Google Transit, on peut faire un calcul d'itinéraire plus large, et puis ça continue comme ça. On va vous faire une démo après sur le sud de la France, où il y a une continuité territoriale assez intéressante entre la France et l'Espagne, justement. Voilà. Donc Mappy et Google fonctionnent tous un petit peu sur le même principe, globalement. Pour vous dire aussi que les solutions qui sont offertes par ces acteurs-là sont très intéressantes, sont mondiales, et il y a certes des avantages. Le désavantage, certainement, c'est que c'est moins localisé, justement. Puisque c'est standardisé, c'est pas forcément focalisé ou mettre en valeur particulièrement une petite région, quoi. L'avantage aussi que j'allais dire, c'est que c'est pas exclusif en fait. Faire figurer ces données sur Yellow ou sur Google Maps par exemple, ou sur Mappy, tout ça contribue à mettre en valeur l'offre de transport en règle générale. Un des inconvénients majeurs que moi je trouve à ces systèmes-là, même si maintenant sur des plateformes comme Google par exemple, Google Maps, on peut avoir du calcul d'itinéraire en vélo, il n'y a pas vraiment d'intermodalité entre vélo et transport en commun. C'est un petit peu un reproche qu'on pourrait faire aussi. On va faire une démo concernant Google Maps. On va se placer donc par exemple sur Bayonne. Donc ici, pour se faire simple, on va calculer un itinéraire en cliquant sur la carte. Voilà. Ici, vous voyez que vous avez une icône supplémentaire qui est apparue, qui est le transport en commun. Bon, je voulais faire un calcul d'itinéraire sur Bayonne uniquement, mais peu importe, c'est très bien de le faire de bout en bout. Donc là, calcul d'itinéraire entre Bayonne et Saint-Sébastien en Espagne. On utilise le transport en commun, et vous voyez que toute l'offre de transport... Problème d'interface homme-machine. Alors, il est parti l'itinéraire. C'est très rapide, hein, il faut juste le visualiser très rapidement parce qu'il disparaît au bout de 20 secondes. C'est un des inconvénients de Google Maps. Bon, je plaisante. Voilà, donc vous avez l'ensemble des possibilités de... J'espère que vous avez retenu les itinéraires disponibles. Donc vous avez en fait tous les itinéraires disponibles qui sont listés sur la partie gauche, et le détail quand vous cliquez dessus. Normalement c'est facile d'accès Google Maps, là c'est une démo, hein. Voilà. Donc bon, c'est un petit peu dommage. Ça s'appelle l'effet démo, mais je peux pas regarder rapidement.
Donc, globalement, quand vous faites un calcul d'itinéraire entre Bayonne et Saint-Sébastien, vous avez l'offre de transport public qui vous est affichée, avec toutes les possibilités. Ils sont classés par temps d'arrivée. Et puis vous avez le détail ensuite qui est affiché en bas. Le détail, c'est-à-dire quel bus vous devez prendre, où est-ce que vous devez vous arrêter, à quelle heure vous allez prendre le bus suivant. Vous avez tout. Vous avez non seulement les lignes de bus à prendre, mais vous avez aussi la localisation des arrêts, vous avez aussi les horaires théoriques. Ah, voilà. Décidément. Donc, vous avez aussi toute cette information qui est disponible sur la plateforme internet. Elles sont aussi disponibles sur le mobile. Donc, l'intérêt, c'est que vous n'avez pas à installer d'application particulière, parce qu'en général, Google Maps est déjà mis sur vos smartphones. Donc, la personne qui va se déplacer dans votre territoire, qui va vouloir faire du calcul d'itinéraire, il va pouvoir le faire en utilisant son mobile sans avoir à réinstaller une application particulière, sans avoir à connaître quelle est l'application locale qu'il doit installer. Donc ça, c'est un des avantages. On a des principes de fonctionnement similaires sur Mappy. Autre problème d'interface homme-machine, désolé. Bon, on peut peut-être revenir à la... On peut peut-être revenir à la présentation alors. Voilà. Ensuite, en alternative, vous avez aussi des systèmes comme Rom2Rio, mais là on ne va pas trop s'attarder parce que je sais qu'il y a une présentation, ou du moins il y a quelqu'un qui va en parler un petit peu plus après. Mais en fait, Rom2Rio, c'est un système qui est vraiment très bien, qui est fait par des Australiens et qui permet de faire du calcul d'itinéraire aussi en impliquant tous les moyens de transport, y compris l'avion, parce que Google par exemple Transit ou Mappy ne le fait pas. Donc vous pouvez calculer un itinéraire entre Montpellier et par exemple La Rochelle, et là on va vous donner tout ce qui est mieux, l'offre en avion, en passant par Bordeaux, ou alors l'Intercité, etc. Ensuite, là on n'a pas trop le temps d'en parler, mais vous avez aussi MyTripSet et Waymate, qui sont aussi des systèmes, MyTripSet fait par la SNCF, et Waymate par une entité allemande, qui proposent aussi un petit peu des services similaires. Enfin, on voulait insister sur celui-ci un petit peu, c'est vraiment intéressant, c'est un système de navigation dans les transports qui est basé sur du communautaire. Alors je ne sais pas si vous connaissez ici Waze, qui est un système de navigation en voiture, mais qui est super ludique, c'est sur le mobile, et ça peut vous indiquer où aller quelque part, et vous obtenez en fait toutes les informations qui sont fournis par les autres utilisateurs. Par exemple, s'il y a un bouchon, etc., un utilisateur va le signaler et toute la communauté va être mise au courant. Et donc, il y a un système maintenant qui est développé qui est un petit peu similaire et pour les transports en commun et qui s'appelle Moovit, qui n'est pas disponible partout, mais justement, en fait, l'intérêt de ce que je vous dis là, c'est que tous ces systèmes-là sont accessibles, peuvent être déployés assez facilement sur des régions ou sur des territoires donnés, assez facilement, et ils contribuent à notre sens largement à l'attractivité touristique, à faciliter les déplacements pour un touriste, tout particulièrement quand il est étranger. Voilà, ici un petit slide assez rapide sur le fait que l'open data, nous on est très favorable parce que quand vous avez de l'open data, ça permet de générer de l'innovation. L'open data, c'est-à-dire l'accès aux données de transport, permet à des entreprises ou à des acteurs tiers d'utiliser ces données pour fournir des services intéressants liés au transport public ou au tourisme, etc. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose qui, de toute façon, c'est la tendance actuelle vers laquelle on va, et nous, on promeut cette démarche. Donc, en conclusion, on voulait dire qu'il existe plein d'outils, que ces outils ne sont pas exclusifs et qui sont accessibles, qui sont facilement... il est possible de les mettre facilement en œuvre. Voilà, à peu près, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'on voulait dire.
Et donc nous, bon, bah, pour vous parler vite fait de nous, on est une société basée à Montpellier, donc on travaille dans le domaine de l'information aux voyageurs, et on fait partie du réseau Intégral. Voilà, juste une remarque sur le slide de l'open data, je crois que c'est primordial. En fait, ce qui est important de retenir dans l'open data, c'est que c'est un moyen de s'abstraire des problématiques techniques pour les collectivités et pour les villes, les réseaux de transport en général. Et c'est un moyen de réaliser en fait tout ce qui s'est vu. C'est que globalement, en fait, tout ce qu'on a pu voir avant, techniquement, ça ne nécessite pas de grosses compétences et de moyens techniques, c'est des coûts assez réduits. Et que, en partie, c'est l'open data qui peut répondre à toutes ces problématiques-là. Alors après, c'est bien sûr, là c'est la vision ensemble, mais il faut l'adapter au cas par cas. L'open data, c'est pas la solution miracle non plus. Mais nous, on promeut en fait ce modèle-là parce que justement, ça permet de recentrer un petit peu les spécialisations. C'est-à-dire que les réseaux de transport se focalisent sur le transport et les opérateurs, tels qu'on l'a vu, de plateformes cartographiques, sont spécialisés dans la fourniture d'informations pour les utilisateurs finaux. Et de ne pas mélanger les deux et que chacun se concentre un petit peu sur son métier. Voilà. Alors désolé pour la démonstration, je crois que le mieux c'est que vous alliez voir en fait tous ces outils-là et puis d'expérimenter vous-même en fait pour voir ce qu'il en est réellement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout le monde a tout compris? Oui. Je voudrais apporter un complément sur la partie cible, parce que c'est vrai que c'est très localisé, parce que ce sont des régions en tant que telles. Maintenant, il faut aussi bien voir que c'est aussi un problème de territoire, c'est-à-dire que les liaisons interrégionales, en fait, elles sont essentiellement fondées sur la partie TER, SNCF. La partie grande ligne n'est pas fournie, enfin il y a des accords, il y a des conventions régionales qui se passent entre les régions et les SNCF qui font qu'ils n'ont pas accès aux grandes lignes, etc. Donc il y a aussi une limitation au niveau des données que peuvent exposer les régions. Voilà, c'est aussi un des freins au fait que ça aille plus loin, au-delà parfois de certains freins techniques. Maintenant, c'est de plus en plus en train de se développer. Il y a tout ce qui est interopérabilité, notamment avec les régions voisines, sont des choses qui sont en train de se mettre en place sur la plupart des cibles. Il y a notamment au niveau Lorraine, il y a des liaisons interfrontalières avec l'Allemagne qui sont mises en place, il y a des protocoles de Spirit, etc. Dans le cas de Bretsgo, il y a quelque chose d'assez simple qui est d'exposer ce qui est fait avec les régions voisines. Alors, c'est pas tout à fait c'est pas un lien, enfin, ça permet d'exposer en tout cas le service environnant, par exemple les Distineo ou les services de bassin mondial autonomie. Voilà. Donc il y a quand même des choses qui se mettent en place. Il faut savoir que de toute façon, la plupart des liaisons interrégionales se feront via le TER. Et qu'à partir de là, il est aujourd'hui possible de tout à fait de faire un Nantes-Orléans via ces systèmes-là, et ça exposera de toute façon un faux TER. Voilà. En complément. Il faut aussi savoir que le service de MAPI, lui, s'appuie sur les données qui sont fournies par ces cibles. MAPI, en fait, n'a pas de données en tant que telles. Il exploite les services qui sont exposés par les cibles. Google, c'est différent. Maintenant, il faut aussi voir ce que fait Google avec derrière, et l'évolution de Google Maps qui a été présentée au dernier Google I.O. Il y a quelques jours, montre une orientation qui est pas tout à fait en phase avec ce que souhaitent faire les régions et les collectivités avec des réseaux urbains, puisqu'on n'est pas tout à fait dans l'exposition neutre du service, mais dans quelque chose qui est beaucoup plus orienté utilisateur, et donc on va favoriser certains modes ou certains lieux, puisqu'on est dans une recherche qui s'appuie sur la recherche locale, par rapport au profil, par rapport à tout ce que Google a récupéré du profil utilisateur. Voilà, donc on est sur quelque chose d'assez différent et on s'éloigne quand même pas mal de l'optique neutre de l'info voyageur. Tout à fait. Alors, sur ce dernier point, c'est intéressant. D'ailleurs, on a oublié de mentionner que sur Google Maps, il y a 800 villes dans le monde qui figurent sur Google Maps. Et que bon, vous avez un nombre, surtout les étrangers en fait, qui sont déjà habitués à utiliser ce système, Google Transit. Et donc, ils s'attendent en fait à avoir ce même genre de service quand ils arrivent sur un territoire donné, parce que ça facilite beaucoup les déplacements. Oui, juste pour rebondir en fait, mais je crois qu'il ne faut pas se méprendre. Hein. Nous, on cherche à présenter en fait les différentes solutions. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas deux solutions miracles.
qui convient pour tout le monde. Et je crois que, alors un des problèmes, c'est que on cherche effectivement la silver bullet qui va correspondre à tout et vouloir tout faire. Non, la réponse elle n'est pas là. C'est que chaque besoin chaque besoin a des réponses particulières, chaque réponse correspond à des besoins particuliers, et justement c'est pour ça qu'Integra c'est quelque chose qui peut être très, très, très important là-dedans, c'est que on a un panel de réponses différentes, et il ne s'agit pas de comparer un système A, un système B, un système C, quel est le meilleur. Non, il n'y a pas de système meilleur, c'est en fonction de l'utilisateur, en fonction qui l'utilise, dans quel cadre. Alors effectivement, les signes régionaux, c'est très bien adapté pour un certain type d'utilisation. Surtout pour les déplacements locaux d'ailleurs. Il y a des avantages et des inconvénients. Google Maps, c'est clair, c'est pas du tout adapté pour un certain type de public non plus, notamment local. Voilà, après, l'objectif, c'est justement de fournir une multiplicité de plateformes qui permettent de couvrir tous les besoins, à la fois de l'usager qui va se déplacer uniquement dans sa ville, par exemple dans le cadre du travail, ou l'étranger qui ne connaît pas du tout la région, qui vient temporairement visiter la ville. Chaque système a ses avantages et ses inconvénients, ils vont être utilisés de façon segmentée. On segmente en fait l'utilisation, chaque solution apporte des avantages et des inconvénients pour ça. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure qu'ils ne sont pas exclusifs et que la multiplicité de ces systèmes permet en fait de drainer beaucoup plus de gens vers les transports publics. Et l'offre alternative en règle générale. Oui, j'avais une Bien, question. merci. J'avais juste une petite question puisque vous êtes spécialiste. On m'entend? Oui. Non, mais je vais élever la voix, c'est pas grave. Vous êtes spécialiste des transports. J'avais juste une question très pratique. Est-ce que vous pouvez me répondre à la question, à quelle fréquence est-ce que les transports publics changent leurs itinéraires, leurs horaires? Est-ce qu'on est sur une fréquence de changement tous les 6 mois, tous les mois, ou est-ce que ce sont des... Vous parlez de quel système en fait? Des mises à jour des données sur un système? Non, je parle justement pas des mises à jour, mais des transports en commun, les lignes de bus par exemple, qui sont établies dans une ville, dans une région, elles sont établies pour combien de temps? Ça, il faut plus demander aux gens qui font le design ou du moins la création de l'offre de transport. C'est pas vraiment notre spécialité, donc là, ce serait difficile de vous répondre là-dessus. En gros, c'est, oui, quand est-ce qu'il y a une mise à jour, quoi? Les mises à jour sur ces systèmes-là, ça dépend des systèmes. En règle générale, ça fonctionne il y a une source de données qui génère des données. Ces données-là, elles doivent transiter par un système qui va mettre à jour. Et les systèmes, en règle générale, ça dépend du type de mise à jour, mais en règle générale, on peut compter sur quelques jours pour que le système soit... Ça, d'accord, mais donc vous ne tracez pas, vous, de votre côté, les changements venant des opérateurs dans votre système. Vous ne pouvez pas me dire quand est-ce que les transports changent leurs itinéraires. Je peux préciser, alors, en fait, les réseaux sont mis... en général, il y a une DSP qui est établie par un opérateur, c'est-à-dire les gros Keolis, Transdev. Donc il y a une offre de transport qui est destinée à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de la prise d'appropriation du territoire par le transporteur, qui définit une offre. Ensuite, ce qui se fait la plupart du temps, il y a 2 services par an qui sont établis, un hiver, un été, alors ça dépend de la taille du réseau. Pour beaucoup, en fait, il y a une distinction entre le service hiver qui va couvrir 10 mois et un service été qui va en gros couvrir la période de l'été. La vraie différence était qu'en fait, dans un cas, il faut gérer la partie scolaire, universitaire, et dans d'autres cas, pas, juste on est en offre qui a davantage de lectorie. Donc il y a 2 mises à jour conséquentes par an qui sont faites dans la plupart des réseaux. C'est même vrai à la SNCF. 2 mises à jour par an, 2 services qui sont proposés. Ensuite, il y a une offre qui peut être adaptée, donc elle peut être mise tous les jours, même parfois plusieurs fois par jour, qui est en fait l'ajustement, il y a des travaux, il y a des grèves, des perturbations dans certains cas, et là on bascule plus qu'à aller dans le temps réel, mais ça va s'arrêter à l'adapter. Et donc là, c'est quelque chose qui se fait un peu à la volée, en fonction du besoin. Voilà. Donc on ne peut pas imaginer être autrement que sur du live data, quoi, en fait. C'est-à-dire que j'imaginais sur une région relativement déterminée, vu les difficultés d'obtenir parfois justement ces open data, de se dire qu'il était peut-être possible de maintenir
humainement les données à jour, quoi. Enfin, alors ça c'est le système, on va dire, de définition de l'offre au niveau vraiment de production. Après il y a des outils qui permettent tout à fait de faire évoluer l'offre, enfin de définir l'offre, de saisir les données, les horaires, etc. À la main. Et ça peut se faire en fait par un opérateur tout au long de l'année. C'est là vraiment je parlais de la définition de l'offre, on va dire sur le papier hors système. Bien, je vais faire la méchante puisque je suis responsable du timing. En tout cas, je suis ravie de cet échange parce que justement, pour le coup, là, on a touché un premier sujet qui est assez polémique, en tout cas, qui est l'occasion d'avoir plusieurs points de vue et du coup, forcément, plusieurs visions sur le sujet. C'est la raison pour laquelle aussi on a prévu un déjeuner qui soit assez long, de manière à ce que vous puissiez aussi profiter de cet instant-là pour pouvoir échanger et approfondir les sujets qui vous ont interpellé.